Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale consacrée à l'histoire politique et institutionnelle du sport roi. Aujourd'hui, notre regard analytique s'éloigne de l'actualité brûlante des pelouses contemporaines pour se plonger dans les archives d'une lutte fondatrice, un combat acharné et fascinant qui a redessiné la carte du football mondial, la longue et douloureuse marche du continent africain pour arracher sa place de plein droit à la Coupe du Monde de la FIFA. Il est fondamental de comprendre que le football n'a jamais été un simple divertissement dominical. Dans le contexte éminemment volatile de la fin des années 1950 et du début des années 1960, alors qu'une puissante vague de décolonisation balaie l'Afrique et redessine les frontières géopolitiques du globe, le ballon rond devient un vecteur crucial d'émancipation. Pour ces jeunes nations qui s'affranchissent progressivement de la tutelle coloniale européenne, posséder une équipe nationale de football constitue l'une des expressions les plus fortes, les plus viscérales et les plus visibles de la souveraineté retrouvée et de l'identité nationale sur la scène internationale. Pourtant, cette soif de reconnaissance sportive se heurte violemment à un mur institutionnel érigé par les instances dirigeantes du football mondial. L'analyse des décisions prises lors du congrès de la FIFA, organisé à Berne, en Suisse, en 1954, est à cet égard d'une limpidité cruelle. Si l'instance internationale finit par reconnaître formellement l'Afrique en tant que confédération distincte, cette reconnaissance s'apparente davantage à une concession diplomatique de façade qu'à une véritable intégration sportive. En effet, la FIFA décide de n'allouer qu'une seule et unique place qualificative pour la Coupe du Monde 1958, prévue en Suède. Et l'affront ne s'arrête pas là. Cette unique place, ce maigre sésame, doit être partagée entre les continents africains et asiatiques. Cette décision profondément eurocentrée traduit un mépris flagrant pour le potentiel sportif de ces deux immenses continents et pose les jalons d'un conflit institutionnel inévitable. Les conséquences de cette politique de marginalisation vont rapidement se transformer en une véritable farce administrative lors des phases éliminatoires du Mondial 1958. Du côté africain, seuls l'Égypte et le Soudan, nations pionnières sur le plan de l'organisation sportive, s'engagent dans ce parcours du combattant. Cependant, le contexte géopolitique explosif du Moyen-Orient vient percuter de plein fouet l'organisation sportive. Dans le cadre de ce groupe afro-asiatique, aucune des sélections africaines ou asiatiques engagées n'accepte de disputer une rencontre officielle face à l'État d'Israël, pour des raisons de solidarité politique et de boycott. Face à cette impasse diplomatique majeure, la FIFA, plutôt que de repenser son système de qualification inique, choisit d'appliquer son règlement de la manière la plus ubuesque qui soit. Une règle stricte stipulait qu'aucune équipe ne pouvait se qualifier pour la phase finale de la Coupe du Monde sans avoir disputé au moins un match sur le terrain. Israël se retrouvant sans adversaire, la FIFA décide alors de procéder à un tirage au sort parmi les équipes européennes ayant terminé à la deuxième place de leur groupe de qualification afin de désigner un adversaire de barrage pour l'équipe israélienne. C'est ainsi que le Pays de Galles, repêché de manière totalement aléatoire et inespérée, remporte ce barrage intercontinental improvisé et s'empare de la place initialement prévue pour représenter l'Afrique ou l'Asie en Suède. Cet épisode rocambolesque est vécu comme une humiliation profonde par les dirigeants sportifs africains qui constatent que les règles sont systématiquement tordues à l'avantage exclusif du continent européen. 4 ans plus tard, à l'aube de la Coupe du Monde 1962 au Chili, la situation ne s'est guère améliorée sur le plan structurel, bien que le nombre de nations africaines inscrites aux éliminatoires ait doublé, illustrant la vitalité grandissante du football post-colonial. La sélection marocaine réussit l'exploit de s'extraire de la zone de qualification africaine en éliminant successivement des adversaires coriaces tels que le Ghana, la Tunisie et le Nigeria. Les Lions de l'Atlas émergent comme les dignes représentants du continent. Toutefois, le système pervers de la FIFA impose un ultime obstacle insurmontable, un barrage intercontinental. Le Maroc se retrouve ainsi confronté à l'ogre espagnol, une puissance footballistique majeure dotée de moyens incommensurables. La défaite marocaine face à l'Espagne scelle une nouvelle fois le destin de l'Afrique, reléguée au rang de spectatrice. Ces échecs successifs, dictés par une architecture qualificative profondément inégalitaire, font germer une prise de conscience radicale chez les dirigeants africains.
Il devient évident que la Coupe du Monde, dans sa configuration de l'époque, ne fournira jamais un cadre compétitif régulier et équitable pour l'Afrique. Si le continent veut exister, il doit impérativement s'organiser par lui-même, forger ses propres compétitions et construire un rapport de force politique suffisant pour contraindre la FIFA à plier. C'est sur ce terreau de frustration et de volonté d'indépendance que va naître l'une des institutions les plus puissantes du monde sportif moderne. Face à ce mépris institutionnel persistant et à l'évidence mathématique que l'architecture des qualifications de la FIFA ne permettrait jamais une représentation équitable du continent, les dirigeants sportifs africains prennent conscience d'une urgence vitale. L'attente passive d'une hypothétique clémence de la part des instances internationales, majoritairement contrôlées par les puissances européennes et sud-américaines, s'apparente à une impasse diplomatique totale. Il devient impératif d'initier un mouvement d'autonomie radicale, de forger un espace de compétition souverain qui puisse échapper aux diktats de Zurich. Les premières graines de cette émancipation sont paradoxalement semées loin du continent africain lors du congrès de la FIFA organisé à Lisbonne au Portugal en 1956. En marge des délibérations officielles de l'instance mondiale, les représentants de 4 nations pionnières, l'Égypte, le Soudan, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud, entament des pourparlers informels mais décisifs. L'objectif est limpide, transcender les divisions géographiques pour bâtir une institution exclusivement dévouée au développement et à la défense politique du football africain. Le point culminant de ces tractations historiques survient quelques mois plus tard, en février 1957. Dans l'atmosphère feutrée et hautement symbolique du Grand Hôtel de Khartoum, la capitale d'un Soudan fraîchement indépendant, la Confédération africaine de football, SAF, est officiellement portée sur les fonds baptismaux. Cet acte fondateur marque une rupture majeure dans l'histoire du sport. Pour diriger cette toute nouvelle institution, les délégués portent à la présidence une figure d'autorité et de consensus, l'Égyptien Abdelaziz Abdallah Salem, un ancien ingénieur dont la rigueur intellectuelle et le réseau diplomatique seront cruciaux pour asseoir la crédibilité de l'organisation naissante. L'une des premières et des plus importantes résolutions adoptées par ce comité fondateur est la création immédiate d'un tournoi continental majeur, la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, dont la première édition doit se tenir dès le mois suivant. Cette célérité témoigne d'une volonté farouche de rattraper le temps perdu et d'offrir enfin aux athlètes africains une arène de haut niveau, indépendante des aléas de la Coupe du Monde. Toutefois, la concrétisation de cet ambitieux projet se heurte instantanément à la dure réalité des turbulences géopolitiques qui secouent la région. Le plan initial prévoyait que l'Égypte, en tant que puissance sportive émergente et nation d'origine du nouveau président de la CAF, accueille cette première édition historique. Mais le dernier trimestre de l'année 1956 est marqué par l'éclatement de la crise du canal de Suez, une escalade militaire consécutive à la décision du président Gamal Abdel Nasser de nationaliser cette voie maritime stratégique. L'offensive militaire conjointe orchestrée par la Grande-Bretagne, la France et Israël plonge le pays dans le chaos et rend l'organisation d'un événement international matériellement impossible sur le sol égyptien. Faisant preuve d'une résilience remarquable, la jeune confédération décide de transférer en urgence l'organisation du tournoi au Soudan. Khartoum, berceau institutionnel de la CAF, devient ainsi le premier théâtre opérationnel du football continental. C'est précisément dans ce contexte de préparation fébrile qu'éclate la première grande crise morale et politique de l'institution. L'Afrique du Sud, membre fondateur de la CAF, est à l'époque soumise au régime ségrégationniste impitoyable de l'apartheid. En contradiction totale avec l'esprit d'universalisme inhérent au sport et en violation flagrante des principes anticoloniaux qui animent les autres membres, le gouvernement de Pretoria refuse catégoriquement d'envoyer une délégation multiraciale au Soudan. Les autorités sud-africaines proposent, avec un cynisme effroyable, d'envoyer soit une équipe exclusivement composée de joueurs blancs, soit une équipe intégralement noire, refusant tout brassage. Face à cette ignominie raciale, la jeune CAF ne tergiverse pas une seule seconde. Bien avant que la FIFA ou le Comité international olympique ne prennent des sanctions similaires, l'instance africaine prend la décision historique et courageuse d'exclure formellement l'Afrique du Sud de la compétition et de la confédération. Ce geste fondateur prouve que la CAF ne sera pas une simple coquille vide administrative, mais une institution éminemment politique, plaçant l'éthique, la dignité et les droits humains au-dessus de toute considération sportive.
Sur le terrain, amputé de l'un de ses membres, la première Coupe d'Afrique des Nations se résume à un tournoi triangulaire de courte durée. Mais l'essentiel est largement ailleurs. Le ballon roule enfin librement pour l'Afrique, organisé par l'Afrique. L'Égypte affirme rapidement sa suprématie technique en s'imposant d'abord face au pays hôte soudanais. Le point d'orgue de cette jeunesse sportive a lieu lorsque les pharaons égyptiens affrontent l'Éthiopie en finale. La domination est totale et se solde par une victoire écrasante sur le score de 4-0, une performance magistrale portée par le talent brut de l'attaquant Addiba, auteur d'un quadruplé mémorable. Au-delà des statistiques, le coup de sifflet final de ce match résonne comme une véritable déclaration d'indépendance. Le football africain s'est affranchi, il possède désormais son propre temple, ses propres héros et il se tient prêt à utiliser cette nouvelle force collective incontestable pour poursuivre son bras de fer avec la FIFA. Si la fondation de la Confédération africaine de football a posé les jalons institutionnels d'une émancipation structurelle indispensable, c'est sur le terrain idéologique et diplomatique que le football va révéler sa puissance de frappe la plus dévastatrice au cours de cette période charnière. Dans le tumulte des luttes anticoloniales, le ballon rond cesse définitivement d'être un simple objet de loisir pour se muer en un instrument de soft power d'une efficacité redoutable. Les dirigeants des mouvements de libération, tout comme les chefs d'État des nations fraîchement indépendantes, saisissent avec une acuité remarquable que le sport de compétition offre une vitrine mondiale incomparable. Les stades se transforment alors en de gigantesques tribunes politiques, où se joue bien plus qu'une simple victoire sportive. C'est la dignité, la souveraineté et l'existence même de peuples opprimés qui sont revendiqués à la face du monde. Le football devient le mégaphone des sans-voix, un outil de propagande positive capable de contourner les censures coloniales et de frapper directement l'imaginaire des opinions publiques internationales. L'illustration la plus spectaculaire et sans doute la plus héroïque de cette politisation absolue du sport intervient au printemps 1958, à la veille de la Coupe du Monde en Suède. À cette époque, l'équipe de France s'apprête à disputer le tournoi mondial avec de légitimes ambitions, s'appuyant très largement sur le talent exceptionnel de joueurs originaires de ces colonies et particulièrement d'Algérie. Des virtuoses comme Rachid Mekloufi ou Moustapha Zitouni sont des piliers incontestables du championnat de France et des cadres de la sélection tricolore. Pourtant, dans le plus grand secret, le Front de Libération Nationale, FLN, algérien, orchestre un coup d'éclat qui va ébranler l'Empire français jusque dans ses fondements. En avril 1958, plusieurs de ces joueurs stars fuient clandestinement la France pour rejoindre Tunis. Ils abandonnent la gloire, la sécurité financière et la perspective de briller en Coupe du Monde pour répondre à l'appel de leur patrie en guerre. Ensemble, ils forment l'équipe de football du FLN, surnommé le 11 de l'indépendance. Cet acte de désertion sportive est une déflagration médiatique d'une violence inouïe pour les autorités coloniales françaises qui voient leur récit d'intégration voler en éclats du jour au lendemain. Dès lors, cette équipe du FLN, bien que totalement bannie par une FIFA soumise aux pressions de la Fédération française, entame une extraordinaire tournée diplomatique mondiale. Interdit de jouer contre des nations officielles sous peine de lourdes sanctions de la part de l'instance internationale de Zurich, ces ambassadeurs en crampons contournent l'interdit. Ils sillonnent les pays du bloc de l'Est, le monde arabe et l'Asie, disputant des dizaines de rencontres devant des foules immenses. Chaque match est précédé de l'hymne algérien, le Kassama, et voit se lever le drapeau vert et blanc d'une nation qui n'a pas encore d'existence légale sur les cartes de géographie. Ils ne se contentent pas de récolter des fonds cruciaux pour l'effort de guerre. Ils internationalisent la cause algérienne avec un retentissement que les diplomates en costume peinaient à obtenir. L'équipe du FLN prouve de manière éclatante qu'une sélection nationale peut faire exister un pays avant même que ses frontières ne soient officiellement reconnues. Pendant que l'Afrique du Nord utilise le football comme une arme de guerre et de libération, l'Afrique subsaharienne, et plus particulièrement le Ghana, en fait le ciment de la construction nationale et de l'idéal panafricain. En 1957, le Ghana devient la première nation d'Afrique noire à s'affranchir de la tutelle britannique. Son leader charismatique et visionnaire, Kwame Nkrumah, comprend intimement que l'indépendance politique n'est rien sans une indépendance culturelle et psychologique. Pour Nkrumah, le football doit servir de ciment pour unifier un pays aux ethnies diverses, mais il doit surtout être le fer de lance de son grand rêve, les États-Unis d'Afrique. Sous son impulsion, l'équipe nationale ghanéenne est rebaptisée les Black Stars, en hommage direct à la compagnie maritime de la figure historique du nationalisme noir, Marcus Garvey. Le président ghanéen
un homme Oenedjan à la tête du sport national, avec des moyens colossaux et une directive claire, faire du Ghana la puissance sportive dominante du continent pour prouver au monde la valeur de l'homme africain. Les investissements massifs de l'État ghanéen dans les infrastructures et la professionnalisation de ses joueurs portent rapidement leurs fruits. Le Ghana écrase la concurrence et remporte brillamment la Coupe d'Afrique des Nations à 2 reprises consécutives, en 1963 puis en 1965, déployant un jeu chatoyant qui force le respect bien au-delà des frontières continentales. Le football devient la fierté absolue de la nation. Même après le renversement de Kwame Nkrumah par un coup d'État militaire en 1966, les fondations structurelles et idéologiques qu'il a bâties sont si solides que les Black Stars parviendront encore à atteindre les finales de la CAN en 1968 et 1970. À un niveau plus fondamental encore, la simple organisation d'un match de football devient le symbole ultime de la souveraineté retrouvée. C'est ainsi que le Togo, pour célébrer avec faste son indépendance vis-à-vis de la France en 1960, n'organise pas un défilé militaire classique, mais un match de football amical historique contre la nation voisine du Nigeria. Le ballon est devenu, de manière irréfutable, l'instrument privilégié de l'affirmation identitaire sur le continent africain. L'année 1964 marque un tournant absolument décisif, une véritable ligne de fracture dans les relations tumultueuses entre le continent africain et les instances dirigeantes du football mondial. Le théâtre de cet affrontement diplomatique majeur se déplace en Asie, plus précisément au Japon, à l'occasion du congrès de la FIFA organisé à Tokyo. Ce sommet institutionnel revêt un caractère totalement inédit car il coïncide stratégiquement avec la tenue des Jeux Olympiques dans la capitale nippone. Cette synchronicité logistique n'est pas un détail anecdotique. Elle offre une opportunité financière et matérielle sans précédent aux délégués des nations africaines les plus modestes pour faire le déplacement. Pour la toute première fois dans l'histoire de la FIFA, le continent africain est massivement représenté dans les travées de l'Assemblée générale. Les dirigeants de la Confédération africaine de football, CAF, arrivent au Japon avec des arguments solides et légitimes. Leur compétition phare, la Coupe d'Afrique des Nations, est un succès grandissant qui vient d'ailleurs de s'élargir à 6 équipes pour sa 4e édition. Ils s'attendent logiquement à ce que cette structuration exemplaire soit enfin récompensée par une place qualificative directe et exclusive pour la Coupe du Monde 1966, prévue en Angleterre. Mais la désillusion qui frappe la délégation africaine à Tokyo est d'une brutalité institutionnelle inouïe, faisant preuve d'un aveuglement politique sidérant et d'un mépris conservateur tenace. Le comité exécutif de la FIFA refuse catégoriquement d'accéder à cette requête pourtant fondamentale. Pire encore, l'instance maintient son système de qualification archaïque et humiliant. Pour le mondial 1966, l'immense continent africain qui compte désormais des dizaines de nations indépendantes, devra une nouvelle fois se battre pour une seule et misérable place qualificative, qu'il faudra de surcroît partager avec les sélections de la zone Asie et de l'Océanie. Face à cet affront inacceptable, la réaction de la CAF est épidermique. Son secrétaire général de l'époque, l'Égyptien Mourad Fahmy, dénonce publiquement une décision inique qui paralyse purement et simplement le développement du football sur le continent. L'heure n'est plus à la négociation polie ou aux courbettes diplomatiques. L'heure est à la riposte politique radicale. Les grands architectes de cette fronde historique sont 2 figures monumentales du panafricanisme sportif. D'un côté, l'Éthiopien Idnekachev Tessema, un administrateur brillant au parcours personnel forgé dans la résistance. Adolescent, Tessema avait dû se terrer dans la maison d'un voisin grec à Addis Abeba pour échapper au massacre perpétré par les troupes d'invasion de l'Italie fasciste de Mussolini. C'est un homme qui connaît le prix de la liberté et qui refuse viscéralement l'injustice et la soumission. De l'autre côté, le Ghanéen Oenedjan, le grand stratège placé à la tête du sport national par le président Kwame Nkrumah, rompu au rapport de force politique. Ensemble, Tessema et Jan vont orchestrer le coup d'éclat le plus retentissant de l'histoire des qualifications pour la Coupe du Monde. Un boycott total, massif et unanime. La consigne est passée à travers tout le continent et la solidarité africaine va se révéler inébranlable. L'intégralité des 15 nations africaines engagées dans les phases éliminatoires pour le mondial
mondiale 1966, décide de se retirer purement et simplement de la compétition. Aucune équipe ne franchit la ligne jaune, aucune fédération ne cède aux pressions ou aux promesses de la FIFA. L'Afrique dresse un mur de silence et de dignité face à Zurich. Ce mouvement de grève diplomatique est si puissant, si légitime sur le plan moral, qu'il suscite même l'admiration et la solidarité au-delà du continent. La sélection de la Syrie, pourtant engagée dans la zone de qualification européenne, décide elle aussi de se retirer du tournoi par pure sympathie pour la cause africaine. La Coupe du Monde 1966 se jouera donc en Angleterre sans la moindre représentation africaine, mais le vide laissé par le continent résonne comme un aveu d'échec cuisant pour la FIFA, dont l'universalité prétendue est publiquement mise en pièces. Loin de se laisser abattre par ce bras de fer avec les instances mondiales, l'Afrique profite de cet élan de solidarité pour consolider son propre écosystème en vase clos. C'est d'ailleurs au cours de cette même année charnière de 1964 qu'est portée sur les fonds baptismaux une nouvelle compétition majeure, la Coupe d'Afrique des clubs champions. Cette initiative vise à densifier le calendrier et à professionnaliser les clubs du continent. La première édition historique est remportée de manière éclatante par l'Oryx Douala, fière représentation du Cameroun, qui prend le meilleur sur le stade malien en finale. Vers la fin de la décennie, cette compétition interclub est non seulement pérennisée, mais elle est littéralement sublimée par des rivalités sportives d'une intensité exceptionnelle. L'affrontement épique entre le tout-puissant Engelbert de Lubumbashi, l'actuel TP Mazembe, fierté de la République démocratique du Congo, et le mythique Asante Kotoko de Koumassi, fleuron du Ghana, attire des foules immenses et passionnées. Le football africain prouve ainsi au monde entier, et surtout aux pontes de la FIFA, qu'il n'a nullement besoin de leur condescendance pour exister, prospérer et générer une ferveur populaire d'une puissance inégalée. Le coup de force diplomatique sans précédent orchestré par l'ensemble des nations africaines lors des éliminatoires de 1966 finit par produire l'onde de choc espérée dans les luxueux couloirs de la FIFA à Zurich. Le boycott massif, unanime et inébranlable du continent tout entier a fonctionné au-delà de toutes les espérances. Face à ce camouflet public d'une ampleur inédite qui a mis en lumière l'hypocrisie de son prétendu universalisme, l'instance dirigeante du football mondial se retrouve acculée. Elle réalise, non sans une certaine amertume conservatrice, qu'elle ne peut décemment plus ignorer un continent entier, d'autant plus que l'Afrique a brillamment prouvé sa capacité à s'auto-organiser à travers le succès fulgurant de la Coupe d'Afrique des Nations et l'effervescence de ses compétitions interclubs. La pression médiatique, politique et sportive devient tout simplement insoutenable. Contrainte et forcée par la justesse de la cause panafricaine, la FIFA finit par capituler. Pour la Coupe du Monde 1970, dont la phase finale doit se tenir sous la chaleur mythique du Mexique, une décision historique est enfin actée. L'Afrique se voit garantir, pour la toute première fois de son histoire, une place qualificative directe et exclusive. Fini les barrages humiliants face aux nations européennes. Fini le partage inique avec le continent asiatique. C'est une victoire diplomatique monumentale, arrachée de haute lutte par l'intransigeance et l'abnégation des pères fondateurs de la CAF. Revigorées par cette conquête institutionnelle majeure, les nations africaines s'engagent dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 1970 avec une ferveur décuplée. 11 pays se lancent dans cette bataille acharnée pour décrocher ce sésame unique et tant convoité. Au terme d'un parcours qualificatif d'une rare intensité, c'est finalement le Maroc qui émerge victorieux de cette rude confrontation continentale. Pour les Lions de l'Atlas, cette qualification revêt une dimension symbolique et cathartique absolument extraordinaire. C'est l'heure de la grande rédemption après le traumatisme cruel de 1962 où l'équipe marocaine, pourtant brillante, s'était vue barrer la route du mondial chilien lors d'un barrage intercontinental injuste face à l'armada espagnole. En décrochant son billet pour le Mexique, le Maroc ne se contente pas d'écrire la plus belle page de son histoire sportive nationale. Il devient le porte-étendard de toute l'Afrique. 36 longues années après la participation pionnière de l'Égypte au mondial italien de 1934, une équipe africaine s'apprête de nouveau à fouler les pelouses de la plus prestigieuse des compétitions. L'arrivée de la sélection marocaine sur le sol mexicain au mois de juin 1970 est scrutée par le monde entier avec un mélange de curiosité, de scepticisme, mais aussi d'une condescendance à peine voilée de la part des observateurs européens et sud-américains. Nombreux sont ceux qui s'attendent à voir cette équipe africaine endosser le rôle ingrat du petit poussé
de la victime expiatoire destinée à soigner la différence de but des grandes puissances footballistiques. Mais les Lions de l'Atlas, investis de la mission sacrée de représenter un continent qui s'est battu pendant 15 ans pour ce moment précis, vont déjouer tous les pronostics avec une bravoure inouïe. Placés dans un groupe d'une difficulté effroyable, ils doivent affronter l'ogre absolu, l'Allemagne de l'Ouest, du légendaire Franz Beckenbauer et du redoutable buteur Gerd Müller. Lors de cette confrontation inaugurale historique face à la machine ouest-allemande, le Maroc réalise l'impensable. Loin de subir, les Nord-Africains déploient un jeu technique audacieux et décomplexé. À la stupéfaction générale, ils ouvrent la marque et mènent au score face aux futurs demi-finalistes de la compétition. Si la RFA, grâce à son expérience et à sa puissance athlétique, parvient finalement à renverser la vapeur dans la douleur pour s'imposer sur le fil, 2-1, la performance marocaine résonne comme un coup de tonnerre sur la planète football. Le respect est définitivement gagné. Quelques jours plus tard, prouvant que cet exploit n'était pas un accident, le Maroc arrache un match nul héroïque face à la solide formation de la Bulgarie, 1-1. Bien que logiquement éliminés à l'issue de cette phase de poule extrêmement relevée, les joueurs marocains quittent la compétition la tête haute, auréolés d'une gloire légitime. Leurs performances crédibles et accrocheuses ont fait voler en éclats les préjugés tenaces qui entouraient le football africain. En guise de conclusion à cette grande fresque historique, il est essentiel de mesurer l'impact de ce tournoi de 1970. L'épopée marocaine au Mexique n'est pas seulement un bel accomplissement sportif, c'est l'épilogue triomphal d'une longue guerre d'usure diplomatique et institutionnelle. La Confédération africaine de football a prouvé de manière éclatante à la FIFA que le boycott de 1966 était fondé, que l'Afrique ne demandait pas l'aumône, mais qu'elle exigeait simplement la place qui lui revenait de droit au vu de ses immenses qualités intrinsèques. Le football africain était enfin devenu, de manière irréversible et incontestable, une partie intégrante et vitale du grand échiquier mondial. La révolution était achevée et les fondations sur lesquelles s'élanceront plus tard les générations dorées du Cameroun, du Nigeria, du Sénégal et du Maroc en 2022 venaient d'être coulées dans le ciment de la dignité.